Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à Bien comme un podcast, un podcast dans lequel Éric-Olivier Boivin et moi-même, Évric Bouchard Desruisseaux, tentons de mieux comprendre les enjeux environnementaux du 21e siècle. Aujourd'hui, on voulait mieux comprendre l'impact de notre alimentation. Donc, on a été très bien accompagné par Sergueï Michalin, professeur agréé au département des sciences des aliments à l'Université Laval. Donc, Éric, je te laisse faire un petit topo de notre rencontre avec lui. Merci, Évric. Hey, t'es bon quand tu fais les intros. Je t'admire. Commence à être rodé. Ouais, c'est ça. Ben écoute, moi, ce que j'ai retenu, sans vous voler le punch, en gros, quand on parle d'alimentation, il faut penser à la viande. Alimentation, impact environnemental, on s'est rendu compte que ça tournait beaucoup autour de la viande. On va en prendre plus durant l'épisode. C'est ça qui a le plus gros impact. Exactement. Ouais. Puis on a aussi abordé le volet de gaspillage alimentaire. Comme quoi, le gaspillage, c'est quoi? C'était 30%, je pense. Oui, à nos peu près le émissions. tiers de mémoire. Oui, c'est ça, à peu près le tiers. De l'impact environnemental de notre alimentation. Tout le gaspillage qu'on fait a un impact énorme. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir assez facilement aussi. Ouais, réduire à la source notre quantité d'aliments qu'on consomme, qu'on achète, en fait. Oui, exact. All right. Fait que sur ça, bonne écoute. Bon épisode. Avant de rentrer dans les détails de notre épisode, nous aimerions prendre un moment pour remercier nos partenaires. Urcé Café est la destination de choix pour tous les amateurs de café. Produit à partir de grains soigneusement choisis et torréfiés à 3800 pieds d'altitude, leur café saura vous charmer. En plus d'offrir un café d'exception, Urcé veille à la durabilité de ses pratiques agricoles ainsi qu'à la rémunération adéquate de tous les parties prenantes de sa chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle le café équitable. En bref, Urcé, c'est un goût incroyable et un choix responsable. Je vous invite donc à aller visiter leur site web et à utiliser notre code promotionnel BCP10 afin de bénéficier d'un rabais de 10% sur vos commandes en ligne. Merci Urcé et bonne dégustation. On est fiers de vous présenter notre partenaire Décapeur AC. Décapeur AC, entreprise de laquelle je suis l'heureux propriétaire, c'est une entreprise québécoise qui, depuis 1979, redonne vie aux meubles et armoires grâce à des techniques artisanales qui privilégient la restauration plutôt que le remplacement. La mission de Décapeur AC, réduire le gaspillage, prolonger la durée de vie des objets, puis contribuer à un mode de vie plus responsable. Et ça, c'est tous des valeurs qui concordent avec celles de Bien comme un podcast. Écoutez, on vous invite à aller visiter le site web de Décapeur AC au décapeur.com pour découvrir leurs services puis voir comment vous aussi, vous pouvez faire un choix durable en matière d'aménagement et de mobilier dans votre espace de vie. Bonjour Sergueï, ça va bien? Bonjour, oui, ça va, merci. Oui, enchanté. Donc aujourd'hui, on te reçoit sur le plateau pour mieux comprendre l'impact environnemental de notre alimentation. Donc là, on a compris que tu avais un certain background, une bonne expertise. Parle-nous-en un peu plus, puis après on pourra enchaîner avec nos questions. Merci. Je m'appelle Sergueï Michalin, je suis professeur au département des sciences des aliments de l'Université Laval. Je suis directeur d'EcoFood Lab, c'est le laboratoire de durabilité alimentaire. Également, je suis chercheur à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Je pense que c'est un des plus grands instituts au Canada qui travaille sur les questions de l'alimentation, de durabilité, de santé. Donc, aussi, je suis membre d'unité mixte de recherche avec l'Université Laval et l'Institut de tourisme et de hôtellerie du Québec Gastronomic Lab. Okay. Donc, et je suis chimiste à la base, mais à un moment donné, j'ai fait mes études de doctorat ici en alimentation, donc c'est un domaine qui me passionne énormément. Donc, la tradition s'est faite vers là. Voilà, la tradition a été très naturelle. Donc, et je travaille sur la durabilité dans ce domaine-là, plutôt en secteur de transformation des aliments, et aussi j'ai des projets en restauration, donc on va en toucher, j'imagine, avec vous. Yes, certainement. Allons-y. Moi, je suis curieux d'entrée de jeu pour placer un petit peu l'alimentation dans l'environnement, dans le sens, c'est quoi l'impact de l'alimentation sur l'environnement? Mettons, on est capable de... Tu sais, les transports, on en parle beaucoup au Québec, là. On sait que les transports, c'est un gros vecteur de GES. L'alimentation, souvent, c'est un petit peu moins clair, là. Même moi, je ne sais pas à quel point ça a un gros impact environnemental. Ça ressemble à quoi, le portrait pour l'alimentation? Si on regarde de l'échelle mondiale, on était autour de 22 à 35%. Les chiffres varient quand même. De nos émissions de GES? Oui. OK. Hey, c'est important. C'est un tiers... environ un tiers de nos émissions. Wow. À peu près. Les chiffres varient parce que souvent, on retrouve dans ces émissions les émissions de l'agriculture seulement. Pourtant, le système alimentaire est beaucoup plus large que juste l'agriculture. C'est plus que l'agriculture? Exactement. OK.
On parle de la transformation, on parle de l'emballage, de gestion des déchets. Du transport aussi. Transport aussi, notre distribution. nourriture, elle vient pas toujours d'un agriculteur local. Là, fait que... Exactement. Au Canada, au Québec, au niveau d'agriculture, on est autour de 10% des émissions de GES, quand même. OK. Donc, Puis quand tu dis l'agriculture, pour moi, c'est pas clair. Là. Ça commence où, ça finit où? Puis c'est quel type de produit? c'est la production des aliments au champ, donc à la ferme, quand on parle de la viande, ou exemple, ça pourrait être pisciculture. OK, pour du poisson, par exemple? Exactement. OK. Mais les émissions à ce niveau-là sont où? Tu sais, je pense à un champ, moi j'imagine un beau champ vert resplendissant avec des patates. C'est quoi? C'est le tracteur? C'est quoi qui émet? Voilà, les engrais, tu as besoin des combustibles fossiles pour produire les engrais. Donc aussi, si tu en utilises un peu en excès, exemple l'azote pourrait être absorbé dans le sol et les bactéries peuvent produire aussi les produits secondaires, le protoxyde d'azote, qui a quand même un pouvoir assez important au niveau de l'effet de serre. Oui, de l'effet de serre, 300 fois plus élevé que le dioxyde de carbone. Quand même, c'est pas négligeable. Ah, ouais. Donc, les tracteurs. Et ainsi de suite. Quand on parle de la viande, c'est aussi production du méthane. Donc, ouais, par le bétail. À cause du bétail. Exactement. OK. Puis justement, mettons qu'on prend... tu sais, qu'est-ce qui va être émetteur? Je sais pas, là. Mettons qu'on prend de la viande, là. Tu viens de donner quelques exemples, là, mais mettons du début à la fin, là. Qu'est-ce qui va émettre, là? Tu sais, nécessairement, on vient de parler du méthane à cause de la viande, de ces... Oui, en fait, c'est... quand on parle du bétail, il faut quand même distinguer quand on parle de la viande. Souvent, on fait des raccourcis assez simples. Ouais. On met toute la viande dans le même panier. Ouais. Pourtant, il y a des différences au niveau de viande. Il y a la viande des ruminants, on parle des vaches, agneaux, par exemple. Ouais. Donc, ils ont un système digestif polygastrique, donc, qui, justement, fait en sorte que les vaches peuvent digérer facilement l'herbe qui contient de la cellulose. Et un coproduit de ça, c'est la production du méthane et de dioxyde de carbone. Donc, après, on peut parler de monogastrique, les porcs, le poulet, par exemple. Donc, les émissions peuvent vraiment être très variables. Disons, pour les vaches, on est autour de 30 kg de CO2 équivalent par kilogramme de viande, alors que poulet, on est autour de 4. Donc, vous voyez, la différence est quand même énorme. Presque 10 fois moins. Là. Exactement. Ah ouais, OK. Puis, mais qu'est-ce qui explique? C'est vraiment comme tu l'as expliqué, la différence physiologique de chaque animal? Entre autres. Après, il y a aussi la gestion dans les fermes, il y a tous les impacts à la ferme. Fumier lisier, donc aussi la génération de protoxyde d'azote, par exemple. Donc, par exemple, la manière... Ben là, je connais pas vraiment comment ça fonctionne dans les fermes, mais la manière dont le fumier est entreposé et utilisé? Exactement. Ah, ouais. Donc, il y a l'épandage dans les champs. Ouais. Donc, ici, bien sûr, le fumier peut remplacer les engrais. Ouais. Donc, mais il y a aussi une génération de certains gaz à effet de serre. Puis là, on parle de gaz à effet de serre, mais les engrais qui sont utilisés ou les pesticides, peu importe, ça a un impact aussi sur l'environnement qui n'est pas nécessairement des émissions, mais ça va aller dans les cours d'eau, puis ça peut polluer autre chose aussi. Exactement. Donc, ici, on peut parler, par exemple, d'excès de phosphore ou de l'azote, donc qui peut pénétrer dans le sol et ensuite dans les cours d'eau, donc et causer les phénomènes d'eutrophisation. Donc, la croissance c'est quoi déjà, des algues, l'eutrophisation? La croissance des algues, par exemple, donc, qui vont croître et qui vont consommer de l'oxygène, donc, et les organismes vivants donc, vont être privés de cet oxygène. Ah! Voilà. Fait que là, tu te ramasses avec plein d'algues qui consomment tout l'oxygène de ton cours d'eau, puis là, les truites ou les autres poissons en ont plus. On voit ces problèmes. Justement, là, j'étais en France. Dans les côtes de Bretagne, c'est quand même des gros problèmes. À cause de l'engrais? Tout ça à cause de l'engrais? L'engrais ou d'autres pollutions qui amènent l'excès de l'azote ou de phosphore dans les cours d'eau. Dans les cours d'eau? Ouais. Ah, ouais. Fait que là, on a parlé du bétail, la volaille, on a parlé un peu des champs aussi. Là, on dirait qu'on a tous regroupé ça dans le même panier, mais est-ce qu'il y en a qui sont moins pires? Est-ce qu'il y en a qui ont moins d'impact environnemental que d'autres? T'sais, en tant que consommateur, nous, au niveau de notre alimentation, est-ce qu'on peut faire des choix plus éclairés, plus intelligents? Bien, tout à fait. Ensuite, je pense que c'est ce qui est important de comprendre quand on parle de l'impact environnemental. Il y a plusieurs catégories. Là, on a parlé des GES. Il y a d'autres catégories, consommation d'eau ou quelque chose de plus complexe, l'impact sur la santé humaine ou sur la qualité d'écosystème.
Donc, et en fait, les différents denrées alimentaires auront les différents impacts. Et aussi, comme on venait de mentionner, cet impact est généré dans les différentes étapes du cycle de vie de produit. Donc, la majorité était plutôt générée... la majorité des impacts est plutôt générée à l'étape de la production, donc à la ferme, mais quand même d'autres étapes, la transformation et surtout le gaspillage, sont très importants. Intéressant, ça, le gaspillage. Fait que dans quelle mesure le gaspillage, justement, est dommageable pour l'environnement sous différentes facettes? Ben, en fait, justement, il faut voir tout ce cycle de vie de produits. Ouais. Donc, et gaspillage, c'est plutôt à la fin. Ouais. Au niveau du consommateur? Au niveau du consommateur. Ah ouais, OK. Et les Canadiens, selon le rapport on est bon. de 2019, comment vous pensez? Moi, je dirais 20%. Mais pas plus que 20%. 20% de quoi? Ben, mettons que tu achètes 100 pommes, tu vas en perdre 20 sur les 100. Moi, c'est ça que je dirais. Moi, je pense que c'est jusqu'à 40% beaucoup, de la nourriture qu'on achète qui est gaspillée. Oui, à peu près la tiers des aliments. La tiers? Ouais, la tiers des aliments sont gaspillés. Perdu ou gaspillé, en fait, ici, il faut avoir aussi cette distinction. Quand on parle des pertes alimentaires, c'est en fait les déchets qui sont générés tout au long de la chaîne de transformation jusqu'où la distribution vers les détaillants, vers les hôtels de restauration et vers les consommateurs. Et quand on parle justement après, donc les consommateurs, achéris, détaillants, c'est plutôt le gaspillage. Donc, tous ensemble, là, c'est la tiers des aliments. Les Canadiens sont les gaspilleurs les plus importants au monde. Au monde. Puis qu'est-ce qui explique ça? L'éducation? L'éducation, en fait, certaines choses aussi, les raccourcis. Exemple, je prends ma nourriture, là, je dis, paf, je le composte, donc ça va bien, je génère pas d'impact, mais pourtant, le compost a aussi l'impact environnemental. Parce que c'est ça, ça compte là-dedans, même si mes aliments que je ne mange pas, qui sont à ce moment-là des déchets, même si j'utilise comme compost, sont considérés dans ton chiffre. Là. Exactement. En fait, tous les impacts dans la production, transformation, distribution, emballage et autres sont générés. Donc, et tu rajoutes aussi l'impact de compost. Donc, si tu gaspilles des aliments, c'est ça, tu provoques la génération de tous ces impacts. C'est composter, c'est une bonne chose. Ça nous permet de revaloriser des matières résiduelles, mais ça reste que le R, parmi les 3 R, le plus important, c'est celui de réduire. Exactement. D'éviter les pertes. OK, mais composter, ça demeure une alternative intéressante. Bien sûr, au lieu de mettre les aliments dans le dépotoir, c'est ça. Ou les incinérer, bien sûr, c'est une bonne option. C'est ça. Mais la meilleure option, c'est de ne pas gaspiller. Et surtout, des aliments qui ont l'impact environnemental très important, comme les ruminants. Donc, la viande. La viande rouge, surtout. Surtout. Fait que la viande rouge est pire que d'autres types d'aliments. Là, moi, j'ai en tête, on dirait, quand on parle d'alimentation et de pollution, je pense à des protéines. On dirait que la protéine, c'est le nerf de la guerre. C'est facile. C'est la différence entre la viande rouge, la volaille ou des légumineuses. C'est ça que j'ai en tête. Je sais pas si je me trompe, mais on dirait que c'est mon réflexe. C'est des gros discours. On ne mange pas des protéines, sauf si on fait des shakes pour aller au gym. Moi, je connais un peu ça. Voilà. Mais sinon, notre nourriture comprend quand même toute la diversité des aliments. Et si on regarde le guide alimentaire canadien, qui est quand même, d'après moi, très bien fait. J'étais en Suisse il y a 2 ans et même les gens là-bas utilisent le guide alimentaire canadien. Ah ouais? Oui. Donc, et là-bas, quand même, quand on parle de l'alimentation, il faut comprendre, en fait, plusieurs aliments qui composent notre diète. Ouais. Mais les protéines, bien sûr, quand on parle des animaux, c'est les aliments protéinés plutôt. Donc, là, on fait ce raccourci, oui. Plutôt les aliments protéinés, il faut faire attention du point de vue environnemental. Est-ce que c'est ceux qui ont le plus grand impact, mais quand on regarde sur une assiette, par exemple, j'ai mon assiette, là, 100% de mon assiette, s'il y en a 20% que c'est, par exemple, de la viande, est-ce que ce 20%-là va seulement représenter 20% des émissions de CO2 de mon assiette ou ça va représenter 80% des émissions? Ça peut, dépendamment de quel type de viande, mais exactement, ça peut représenter une portion beaucoup plus importante. Donc, fait que est-ce que c'est correct de se dire que c'est au niveau de la viande que mes émissions sont le plus générées? Au niveau de la viande rouge, surtout. Viande rouge, OK. Voilà. Après, si on regarde les légumes produits dans les serres,
si les serres sont chauffées au mazout. Donc, ça pourrait être aussi des impacts. Après, si on regarde d'autres impacts, par exemple la consommation en eau, les noix, donc les amandes, justement, consomment beaucoup d'eau. Donc, elles sont juste après la viande rouge. Ah ouais. Donc, il faut... Au niveau de la consommation d'eau. Exactement. Exactement. Ça, j'aurais pas pensé. On en a-tu d'autres? On a-tu une liste de 3-4 éléments comme ça qui seraient comme à éviter, si on veut? C'est pas à éviter, peut-être, je dirais, à consommer judicieusement. Ouais. Mais c'est ce qui me vient en tête, c'est plutôt justement les aliments d'origine animale, des ruminants, les noix pour l'eau. Ensuite, peut-être d'autres types de viande, donc, et de poissons d'élevage. Donc, ouais. OK. Fait que moi, la question simple qui me vient, de ce que je comprends, bon, la viande, on essaie de l'éviter dans le sens où, justement, c'est ce qui a le plus gros impact environnemental dans mon assiette. Fait que, mettons, je deviens végétarien ou végétalien demain, là. C'est-tu la solution? Pour l'environnement, oui. Pour vous, pas nécessairement. Ouais, ça dépend. Parce que l'alimentation végétarienne doit être quand même bien équilibrée. Exemple, quand on parle des protéines animales et protéines végétales, ils n'ont pas la même qualité. Donc, les protéines animales sont quand même très bons au niveau des acides aminés essentiels. Qu'on a besoin justement pour un bon développement. C'est pas toutes les protéines végétales qui contiennent tous les acides aminés, donc il faut avoir le mélange de ces protéines. Donc, puis il y a des carences en vitamine B12 aussi que j'ai déjà entendu. Exactement. Il faut faire attention quand on fait le switch au végétarisme. C'est ça. Fait que concrètement, pour l'environnement, oui, ça serait comme une situation idéale, mais du point de vue personnel de l'humain qui mange cette nourriture-là, peut-être pas. Ouais, après, il faut aussi garder à l'esprit les traditions, la culture. Si on remplace quelque chose, le goût. Tout à fait. Parce que, tu sais, on a cet épisode-là, cet échange-là en ce moment, puis moi, je me posais la question, tu sais, c'est quoi qui m'empêche de tendre vers une alimentation qui est plus végétale? Parce qu'au niveau du coût, le végétal, ça semble moins cher. Au niveau de la santé, en tout cas, ça semble meilleur aussi. Je m'étais fait dire que la viande rouge, c'est pas si bon pour la santé que ça. Puis au niveau de l'environnement, c'est également meilleur. Puis là, je me disais, bon, c'est quoi qui m'empêche d'être végétarien? Mais là, je pensais à ça, puis je pensais à mon éducation. Tu sais, moi, ma mère m'a appris à cuisiner, puis elle a bien fait. Je cuisine quand même bien, je pense, mais ça reste que j'ai toujours de la viande là, dans mon assiette. Ça fait vraiment partie du mets, fait que c'est culturel. C'est... Barbecue l'été, hein? Barbecue l'été, tout à fait. Tartare, moi j'aime. Tartare, tout à fait, Fait que et puis, y aurait-tu d'autres bloquants, d'autres choses qui nous empêchent de faire la transition? En fait, il existe des cuisines qui quand même utilisent les végétaux, la cuisine indienne. Mais c'est plutôt leur culture, la religion, certains aspects qui peuvent peut-être être facilitateurs. Donc, au niveau de blocage, peut-être acceptation d'autres aliments ou manque de connaissances. Comment on cuisine d'autres aliments. Moi, je pense que je suis beaucoup là-dedans. Je suis un de mes amis cette semaine, justement, il a fait du tofu. J'ai goûté à du tofu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. Puis là, j'étais excité d'en manger parce que je me dis, justement, je veux l'essayer, mais je sais pas comment cuisiner ça. Puis c'était super bon comme il l'a prêté, là. Fait que, tu sais, justement, juste connaître quelques recettes avec des nouvelles sources de protéines, mais ça fera en sorte que, tu sais, je vais l'inculquer dans mes habitudes, dans mes repas, là. C'est excellent du tofu, puis moi aussi, j'ai le même problème que toi. À chaque fois qu'il y a un de mes amis qui est végétarien, puis quand il vient, on se fait des repas végés, mais on se rabat souvent sur le fameux poulet, tofu Général Tao. C'est excellent. Mais tu sais, mes options sont limitées dans mes connaissances de mets que je peux faire. Fait qu'effectivement, que venir s'instruire ou s'éduquer là-dessus, puis apprendre des nouvelles recettes, ça serait clairement un facilitateur. Là. Tout à fait. Mes collègues, justement, dans le Gastronomic Lab, travaillent sur ces questions. Sur le végétal ou source des protéines un peu moins polluantes. Si je pousse l'enveloppe plus loin, qu'est-ce que vous dites à propos de la consommation des insectes? Moi, j'y ai déjà pensé. J'ai même déjà voulu me partir en élevage de ténébrions meuniers pour faire de la farine d'insectes. Mais dans le temps, ça fait 5-6 ans de ça, j'étais chez mes parents, puis ça n'a pas passé au conseil. Ma mère voulait pas avoir d'insectes dans son sous-sol. Mais moi, je suis ouvert, puis j'en ai déjà goûté. Ça goûte quoi? Je trouve pas ça mauvais. Ça goûte un peu de popcorn. Honnêtement, c'est un snack, là. C'est une collation que j'en achète pas,
Ouais. Mais il n'y a pas tant d'offres que ça sur le marché. Mais non c'est plus. cher aussi, hein? Ça Ah, se ben peut-tu? Ouais, voilà, puis c'est cher aussi. Ouais. Mais je pense que là, plutôt la jeune génération est très ouverte. Moi, j'ai pris les cours de conduite ici et à un moment donné, ma monitrice m'avait demandé, Sergei, là, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je suis prof en sciences des aliments. Elle a dit, oh non, tu vas nous faire bouffer les insectes. J'ai dit, mais saviez-vous qu'il y a quand même un tiers du monde qui consomme des insectes? Un tiers de la population de la Un planète. tiers de la population de Mange la des planète. grillons. Exactement. Toutes sortes des insectes. Ah, des belles sauterelles. puis- Ah oui. Donc, et quand même, l'impact environnemental des insectes est très intéressant si on compare avec la viande. Ouais, puis l'apport en protéines est élevé aussi. Ouais, mais Ouais. c'est cher ici encore. Mais là, j'ajoute un autre point. Là. Tu sais, c'est bien beau, mettons, Évry, qui a un élevage de grillons chez eux pour satisfaire à ses besoins, mais mettons qu'on veut remplacer la viande par ça, il va en falloir en tabarouette là, des insectes. Là. Je veux dire, Mais tu peux c'est-tu le réaliste? produire en année long. Mais ça, il faut que tu produises ça en milieu contrôlé à l'intérieur, je suppose. Exactement. Ouais. Fait que ça doit être beaucoup plus complexe que, par exemple, du bétail. Là. Il faut voir. Et là, on peut pousser encore plus loin à l'enveloppe. Tu sais que tu peux produire la viande sans vache. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi ça? C'est pas un peu comme du clonage de cellules? Là? Ouais. Donc, la viande cellulaire et tout ça, ça s'en vient. Il y a beaucoup d'études sur ça et même des applications déjà sur le marché. Puis ça, t'as les mêmes propriétés que de la viande normale? À peu près? Ouais, à peu près. Okay. Dépendamment de la méthode de production, mais ça s'en vient. Ça se ferait en usine, là. Exactement. Okay. Mais après, au niveau des impacts environnementaux, j'ai quand même de la critique à apporter. On ne connaît pas. Okay. C'est ce qui dit, OK, ça vache, il y a moins de pollution et tout ça. Mais après, tu as besoin quand même de produire des nutriments pour tes cellules, par exemple. Ouais, voilà. Donc, Puis même l'impact sur la santé, ça doit pas être tout à fait... tu sais, il n'y a pas eu d'études longitudinales sur le sujet pendant 30 ans pour voir l'impact de ça. Là. Ça reste que c'est quelque chose qu'on crée nous-mêmes. Mais ça se développe. Ça se développe quand même pas mal. Okay. Donc, et j'aime beaucoup ta vision, Évry. Quand on parle de l'alimentation, on ne peut pas juste prendre un pilier environnemental et dire, OK, on va faire tout ça pour environnement. Pour environnement, il faut tenir en compte la qualité nutritionnelle, les aspects culturels, donc, et ainsi de suite. Bien sûr, l'aspect économique est très important. Donc, l'offre. La population québécoise, quand même, est très ouverte à tester d'autres choses. Moi, je suis venu en 2012 et là, j'ai vu quand même la progression de la consommation. Mais t'as pas vu la progression de l'offre? Non. Parce que concrètement, si je vais au Maxi, si je vais à l'épicerie, y a-tu de la farine de grillon? Non, pas au niveau des insectes, mais au niveau d'autres produits, oui, quand même. Ah ouais. Mais Eric, c'est à cause de ça, tu vas toujours au Costco dans l'allée des poulets déjà cuits. Je sais, mais j'ai transitionné de la viande rouge au poulet seulement. J'ai essayé de faire un effort tranquillement. Là, après ça, c'est le tofu là, bientôt. C'est le tofu, je suis rendu là. Mais je sais que je connais pas toutes les allées dans l'épicerie. Je suis assez sélectif dans celles que je vais. Ah. Mais je suis curieux. Puis moi, ça, justement, pour faire du pouce là-dessus, merci Eric, mais l'aspect transformation de la nourriture, là, tu sais, je pense, tu sais, moi, ce que j'ai entendu ou vu de quoi, puis je l'ai constaté aussi, souvent, j'essaie de faire mon épicerie autour de l'épicerie, parce que souvent, c'est là qu'il y a les produits les moins transformés ou qui sont pas transformés. Mais bref, si on plonge dans les allées au milieu de l'épicerie, là, tout ce qui est justement des craquelins, peu importe, là, des pâtes, la transformation des aliments, à quel point c'est quoi l'impact de ça? Au niveau, si on regarde l'impact environnemental des aliments, comme on a su il n'y a pas longtemps, l'impact plutôt est généré à l'étape de production, donc champ, ferme. Donc il faut regarder quels sont les ingrédients. Okay. Donc après, le point que la transformation, on en a besoin. Pourquoi, d'après vous, on en a besoin de transformation des aliments? Pourquoi on les transforme? Pour les consommer différemment. Oui. Pour que ce soit plus attrayant pour l'acheteur. Là, on peut mettre plein de trucs là-dedans. Voilà. Ça va être un petit peu ultra transformé. C'est ce qui est déconseillé justement pour diminuer les coûts. Pour être plus rentable. Pour le goût? Pour le goût, par exemple. Tu ajoutes du sel, du sucre, oui, c'est ça, voilà. le gras.
Donc, par contre, la transformation, on a besoin justement pour améliorer la durée de conservation des aliments. Donc, on tue des bactéries indésirables ou qui vont affecter justement les qualités de nos produits. Donc, ça, c'est... Sinon, exemple, si on ne pasteurise pas certains produits, qu'est-ce qu'on va avoir? Le gaspillage, le fameux gaspillage. Donc, parce que la durée de conservation est quand même faible. Par rapport à ce que ton lait va durer 4 jours à la place de durer... Devant ou avec certaines technologies, on peut aller beaucoup plus loin. Si on filtre, par exemple, le lait, on peut enlever beaucoup de bactéries. Donc, ensuite, on pasteurise et la durée de conservation est quasi doublée. Donc, et on travaille beaucoup sur les procédés plus verts, justement, ou plus éco-efficients. C'est le concept que je promouvois. Parce que là, ici, on parle des impacts environnementaux, mais aussi de la qualité des produits, des impacts économiques. Donc, les coûts de production, par exemple, la fonctionnalité des produits. Parce que quand on parle des produits, il faut qu'ils aient certaines propriétés fonctionnelles qui peuvent être utiles, justement, quand on cuisine nos choses ou quand on fabrique certains aliments. Donc, bien sûr, on travaille sur certains procédés verts. Moi, mes collègues au département, et même ici au Québec, quand même, c'est des élans. Et moi aussi, avec mes collègues, on a fondé une conférence, Green Food Tech, justement, dans laquelle on discute ces questions de nouvelles technologies qui peuvent être utiles au niveau de la réduction des aliments. Ouais. Okay. Puis là, tu sais, moi, ce que je vois dans la chaîne de production ou la chaîne logistique, même ton aliment, si on prend du blé, par exemple, acheminer le blé directement au consommateur, tu as juste comme un transport à faire. À vol d'oiseau, tu sais, c'est plus direct que si tu dois passer par une usine de transformation. Après ça, le transformer en farine, puis là, l'envoyer à l'épicerie, le producteur qui va le chercher. Fait que j'imagine que venir transformer ton aliment, il y a un coût environnemental associé au transport aussi de ça. Mais ça, c'est pas si significatif que ça comparativement à ce qui est généré lors de la production dans le champ. Exactement. Okay. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur les grillons. J'essaie de comprendre. Là, admettons là, que je me dis je veux essayer les insectes. Là. De quelle façon tu peux consommer ça? Ah, très bonne question. Donc, si tu veux pas consommer les grillons comme ça... Ouais, c'est ça. Là. Ouais. Tu peux le faire. Ouais, ben... je veux pas te couper, Sergueï, mais Eric, je vais te donner un truc. Ouais, vas-y. Je vais vous parler d'une capsule de vie. Moi, ma blonde que j'ai en ce moment, 2 ou 3e date, on est allé cueillir des sauterelles. Ah. On a capturé des sauterelles, puis on les a fait frire. Elle est pas partie en courant, en sautant, ce que... Non, mais là, ça fait 4 ans et demi qu'elle est avec moi, fait que je te donne le truc si jamais. Écoute, je suis correct, là. Mais sauter dans le poêle, c'est ça qu'on a fait. Attends. Fait que t'as vraiment réussi à en attraper? Ouais, on avait attrapé une couple. Tu les as fait sauter dans le poêle? Ouais. On a mangé ça avec une petite sauce piquante. La fille est devenue ta blonde? Ouais. Ça a marché. C'est... OK, c'est spécial. C'est honorable. Pour le date. J'aurais jamais pensé à ce date-là. Ouais, mais après, justement, comme Eric a dit, tu peux produire la farine et l'utiliser justement pour produire des biscuits, par exemple. Donc ça serait des insectes broyés, dans le fond. Oui. Et tu peux aller même plus loin si tu veux augmenter, par exemple, le taux de protéines. Donc, tu peux extraire les lipides, les utiliser. Tu peux extraire la chitine, aussi l'utiliser dans un textile, par exemple. Mais ça, qui fait ça? C'est pas l'acheteur? Là. Non, c'est dans le la transformateur. Transformation. Voilà. Tu peux avoir une farine enrichie en protéines, par exemple. Ouais, puis ça, c'est déguisé, ça s'incorpore bien, puis après, avec des bonnes fonctionnalités aussi. Puis là, à quel point c'est plus dispendieux que des farines conventionnelles, par exemple? Ah oui, ça dépend, encore une fois, de la production. Okay. Québec, encore, on n'est pas dans une grande échelle de production, donc c'est cher. Pas juste au Québec, mais en Europe aussi. OK. Donc, ça, je suppose que c'est en partie dû au fait que les gens sont peut-être pas rendus là d'intégrer ça autant que ça dans leur alimentation. Là. Exactement. Puis en ce moment, tu sais, il y en a quelques-unes, là, des usines de production d'insectes au Québec depuis quelques années qui ont poussé. Mais je pense qu'en ce moment, c'est destiné plus au volet production d'animaux. Fait que pour le bétail, tout ça, même les poulets, c'est tout alimenté. Ben, il y en a une partie qui est alimentée avec des insectes. Fait que j'imagine que venir augmenter la production d'insectes, ça va nous permettre après de diminuer les coûts puis rendre ça accessible. Tout à fait. Et si vous êtes intéressé, Grant Vanderberg, mon collègue, c'est un intervenant
Ou oui, mon collègue Alain Doyen, là-dedans. justement, Ouais. lui, il travaille plutôt sur le volet de transformation, mais c'est des passionnés des insectes. Ah, ouais. Voilà, Fait que voilà. c'est vers là qu'on va, là. Mais sans faire, Entre mettons, autres- est-ce que selon toi, c'est vraiment par exemple, la source de protéines du futur? Une des sources, je pense qu'il ne faut pas cibler quelque chose spécifique. Je pense qu'ici, la variété, de plus, la variété est importante et autant important qu'on a des changements climatiques. Parce que les changements climatiques peuvent affecter quand même pas mal la production. On sait que certains, par exemple, les crevettes nordiques migrent, donc à cause de réchauffement. Donc il y a aussi... Là, je parle avec mes collègues en production. Ils ont des problèmes d'une saison à l'autre au niveau des événements extrêmes. Donc, sécheresse ou beaucoup de pluie. Donc, tout ça, ça affecte les rendements de production de différents produits. Donc, là, si on a les sources diversifiées et mieux contrôlées des aliments, ça peut nous aider. OK. Ouais, toute ta source d'alimentation peut pas reposer seulement sur une chose parce que là, tu deviens vulnérable et plus à risque. Tout à fait. Fait que moi, me viendrait la question, selon tes connaissances, tes compétences, comment tu vois ça, mettons, on se transporte dans 20 ans, là, à quoi on aimerait que notre assiette ou notre alimentation dans une journée ressemble pour justement, dans une perspective où on s'est adapté au changement climatique? Oui. Une question qui n'est pas simple. Ouais. Je pense qu'il faut commencer par peut-être nos préférences et la bonne diète de point de vue nutritionnel, Okay. de point de vue de goût. Et après, bien sûr, si on peut éviter au minimum la viande rouge, ça serait bien. OK. Donc, c'est plutôt ça, oui, je pense. Fait qu'on se garde la viande rouge plus comme un événement quelques fois dans l'année, faire un barbecue. Ouais. Sans dire qu'on n'est pas obligé de tout couper radicalement. Là, on l'a vu quand on veut faire des changements, y aller trop radicalement, souvent ça fonctionne pas. Mais Ça fonctionne pas. de venir réduire ça, puis prendre des petites étapes pour augmenter, incorporer, j'imagine, plus de légumineuses ou une protéine qui est moins... Qui est moins polluante. moins C'est sûr que c'est les protéines végétales. Donc, il y a des gros projets qui se passent à l'échelle canadienne et québécoise sur justement la production des protéines végétales, de leur transformation et même les utilisations. Donc, Puis là, mettons ça va qu'on là-dessus. fait un segment protéines végétales pour les nuls, là, parce que moi, j'en suis un, là. C'est quoi les choix qu'on a à part le fameux tofu? Légumineuses. Légumineuses. Je sais qu'il existe aussi une espèce de substitut de viande hachée qui a la même texture, là. C'est PVT, je pense que ça s'appelle. Protéines. Mais c'est pas ça. Protéines végétales texturées, je pense qu'il y a ça. Oui, mais ça pourrait être le mélange de diverses protéines. OK. Fait que c'est ça. Fait que lentilles, des produits comme le tofu, Haricots, haricots. oui. Sarrasin, ça, c'est pas quelque chose qui est populaire ici. Ouais. On peut en trouver, mais les gens utilisent plutôt, je pense plus que dans les... c'est la Je connais farine, juste ça. de la farine de sarrasin. Voilà, mais je viens de la Russie et on utilise le sarrasin comme du riz, par exemple. Mais ça a quelle forme? Ah, C'est ouais. un grain? Ouais. Ah, ouais. Ouais. Et, mais c'est pas la même qualité qu'ici. Je suis pas capable de retrouver la même qualité, mais c'est possible aussi. Ben, ça me fascine à quel point on a focusé rapidement notre attention sur la viande, là. Mais tu sais, justement, fait que bref, tout ce qui touche les fruits, légumes, les féculents, ça me fascine parce que, personnellement, là, ça a vraiment un impact aussi minime que si on se focus sur la viande, Ouais. on fait vraiment une bonne partie du travail. Exactement. Et Ah, ouais. en fait, je pense que sur le gaspillage, ça, c'est quelque chose qu'il faut C'est régler. ça, voilà, le gaspillage. Ouais. Puis as-tu des conseils, des bonnes pratiques pour ça, réduire le gaspillage? Ben oui, achetez-moi. Bien conservé. Donc, si on prépare les plats, peut-être les congeler. Donc, toutes les pratiques de conservation. Donc, ou si jamais on a un surplus, on peut donner aux banques alimentaires. Donc, En effet. c'est ça. Ouais, le congélateur est un allié de taille. Là. En tout cas, moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je sais que dans 2-3 jours, ça sera plus bon, je fais un plat avec ça, j'envoie ça au congélateur, puis après ça... Exactement, je vais faire mais plus tard. aussi avec les pubs, là, on achète. Donc, Voilà. là, il faut faire attention quand on va acheter quelque chose. Donc, et porter vraiment attention aussi aux aliments les plus polluants.
OK. Fait que gaspillage alimentaire, l'aliment en question. Puis y aurait-tu aussi la provenance de l'aliment? Tu sais, si je pense à, par exemple, un kiwi qui vient de l'autre bout du monde... Oui, acheter local. À quel point ça fait une différence? Il faut comparer les pommes avec les pommes. Ouais. Donc, littéralement. Bien sûr, si on achète les pommes faites au Québec, c'est mieux que d'acheter les pommes qui sont faites ailleurs. Mais j'ai dit ça, mais avec un astérix, il faut quand même voir les méthodes de production. Donc, parce que ça, comme je vous ai dit, des fois, c'est moins polluant d'importer certains aliments, parce que les pratiques de production de l'agriculture sont meilleures qu'ici. Ah ouais. Donc, exactement, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas faire ce raccourci. On voit beaucoup ça dans les discours, manger local. Donc, c'est mieux pour l'environnement. Oui, avec certains astérix. Voilà. Ouais, il faut voir les méthodes de production. Après, si on dit plus durable, là, on ouvre la porte vers d'autres aspects, les aspects plutôt socio-économiques. Donc, si on veut soutenir nos producteurs qui travaillent fort, voilà. donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Mais l'autre chose, moi, j'aime beaucoup les produits laitiers. Donc, j'enseigne le lait et je sais comment cette industrie travaille bien. Par contre, si on parle des produits laitiers concentrés, il faut aussi porter attention de point de vue environnemental. Je pense des fromages, du beurre. Donc, c'est ça. Ça, c'est aussi les aliments qui ont un impact environnemental quand même important. Parce que ça provient du bétail. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, mais par exemple, là, je sais que tu es rendu, mettons, tu vas dans un café, ils te demandent littéralement quel type de lait tu veux. À quel point, justement, ça fait une différence un lait végétal versus du lait de vache? C'est vraiment un choix pertinent à faire de tendre vers le lait végétal? Le lait comme tel, non. Et de plus, notre lait québécois, c'est parmi les meilleurs à l'échelle mondiale au niveau de l'impact environnemental. Et les producteurs laitiers travaillent très fort pour avoir les émissions net zéro et aussi réduire d'autres impacts. Donc, c'est aussi, quand on pense à remplacement de quelque chose qui n'est pas local, il faut se poser la question, c'est mieux pour l'environnement. Après, il y a toute l'industrie derrière. Est-ce qu'on veut juste dire aux gens qui travaillent dans les fermes, désolé, on ne veut plus votre lait. Donc, la question à se poser. Oui, puis ça tu sais, acheter localement puis vouloir encourager nos producteurs locaux, c'est bon pour le Québec tout entier, là, au final, parce que tu gardes ta production quand même locale, fait que t'es plus résistant. Si jamais il arrive quelque chose, tu dépends pas d'un autre pays à 3000 km de toi pour te nourrir. Là. On a vu ça pendant la pandémie. On a vu pendant la pandémie quel secteur est quand même très important, et c'est sûr que le secteur agroalimentaire et la sécurité alimentaire est quand même quelque chose de très, très, très important. Donc, de plus, exemple, le secteur laitier et les fromages, on voit quel bon fromage qu'on a. On voit dans d'autres provinces, c'est pas la même offre, c'est pas la même qualité. Donc, c'est ça. Mais là, juste être sûr que j'ai bien compris, là, par exemple, que moi, j'essaie de troquer ma pinte de lait de vache de 2 litres par semaine pour 2 litres de lait végétal. De ce que tu me dis, ça vaut pas nécessairement la peine, c'est pour une raison environnementale. Ça vaut la peine, dépendamment d'où vient ce lait végétal, parce qu'ici, justement, les différences au niveau des impacts environnementaux, là, si on parle des gaz à effet de serre, n'est pas très important si on compare les viandes, par exemple, et les substituts des viandes. Donc, disons, les gaz à effet de serre générés par une production d'un litre de lait, je pense qu'il y a 0,9. Donc, pour peut-être le lait végétal, 0,6, 0,5. Ça, c'est quoi? C'est des tonnes? C'est kilogrammes de CO2 kilogrammes de CO2 équivalent. Donc, en fait, tous les gaz à effet de serre sont ramenés au gaz de référence, qui est le CO2. Donc, c'est pourquoi on dit kilogrammes de CO2 équivalent. Donc, parce que, exemple, le méthane est 25 fois plus impactant que le CO2, ou l'oxyde nitreux, là, est presque 300 fois plus élevé que le dioxyde de carbone. Donc, c'est ça. On a besoin d'une référence, et pour les différentes catégories d'impact, souvent, on a quelque chose qui est référence. Donc, ici, c'est les kilogrammes de CO2. Puis, au niveau des différents laits végétals, est-ce qu'il y en a un qui est pire que l'autre ou un qui est meilleur que l'autre? Moi, je bois ça à la maison. J'utilise du lait d'avoine, mais je pourrais-tu changer mon type de lait utilisé pour quelque chose de mieux?
Pour les GES, de ce que je connais, il n'y a pas de grosses différences. Au niveau de l'empreinte en eau, les d'amandes, par exemple, ça c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'impact. Ouais, pour l'eau, OK. Ah, ouais. Après, justement, pour les GES, c'est ici, justement, quand on parle des aliments liquides, des boissons, le transport a quand même l'impact considérable. On peut prendre 40-50%, justement. Des impacts. Donc ici, justement, encourager nos produits locaux, ça fait du sens. OK, intéressant. Puis moi, tu sais, là, on a beaucoup accès sur les GES. Comme tu l'as bien dit au début, il n'y a pas juste les GES quand on parle notamment d'environnement ou de développement durable. Tu on a parlé un petit peu tantôt d'eutrophisation, donc d'utilisation des engrais, de pollution des sols, je pense qu'on peut l'appeler. Tu as aussi parlé un petit peu, je pense, de tout ce qui touche à la biodiversité. Exactement. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? En fait, c'est tout l'impact sur la faune. Donc, justement, si on enlève les parties de forêt pour labourer le terre pour l'agriculture, donc on affecte la biodiversité. Okay. Donc, si justement, on a fait aussi une petite émission avec Marie-Chantal Houde, donc une fromagère qui produit parmi les meilleurs fromages au Québec. Okay. Et elle est très intéressée par la biodiversité. Pour elle, c'est vraiment la valeur très importante. Et justement, ces animaux vont au pâturage. Donc, elle voit tout ce cycle-là. Donc, le pâturage, les insectes, après les hirondelles qui mangent des insectes et tout ça. Donc, si on enlève les animaux, donc, on n'aura pas nécessairement cette biodiversité. Mais je ne suis pas un expert en biodiversité, j'avoue, mais quand même, justement, quand on détruit l'habitat naturel, exemple déforestation, est-ce que vous êtes préoccupé par la déforestation? Ben là, je sais qu'il y en a de plus en plus. Puis moi, quand je pense à population croissante, ça veut dire justement qu'il faut la nourriture pour nourrir tous ces gens-là. Donc, il faut déforester pour avoir assez de champs pour nourrir tous ces gens-là. Ouais, mais c'est comme une boucle sans fin, là. Au Canada, c'est pas possible. C'est interdit. Ah ouais? Au Canada, ils replantent tout ce qui enlève? Ou... Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, la coupe à blanc. Mais attends. Mais nous, qu'est-ce qui est interdit? Déforestation, je pense que le taux de déforestation est un des plus faibles à l'échelle mondiale. OK. Donc, par contre, on importe des aliments. On importe des aliments du Brésil, par exemple, ou à l'huile de palme d'Indonésie. Et indirectement, on affecte aussi la déforestation, mais pas chez nous. Ce qu'on déforeste pas ici est déforesté ailleurs. Mais la raison pour laquelle on déforeste pas, c'est pas pour... En tout cas... Pas sûr que c'est tellement pour l'environnement plus que pour l'industrie forestière qui est très, très forte au Québec là, puis au Canada. Oui. Et là j'ai parlé de déforestation justement pour les fins de l'agriculture. Ouais. Fait que si on garde en tête, mettons, 2 éléments clés, essayer de diminuer notre consommation de viande rouge, puis surtout diminuer le gaspillage alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui se fait bien à chaque jour, en réalité. Là, juste faire plus attention, utiliser le congélateur, puis peut-être diminuer un peu les quantités aussi qu'on achète, ou de prévoir un peu plus. Tout à fait. C'est aller en direct de se renseigner, justement, sur les impacts environnementaux. Qu'est-ce que c'est? Donc, la littératie alimentaire est quelque chose qui est très important. Donc, pour qu'on ne fasse pas des raccourcis, développement durable égale impact environnemental égale gaz à effet de serre. Donc, c'est plus complexe que ça. Ouais, puis aller lire aussi des recettes, des recettes végétariennes ou véganes. Là. Juste s'informer un peu plus, puis des fois essayer des nouvelles choses. Tout à fait. On travaille sur ça. On a un gros projet sur justement les menus plus éco-efficients qui sont meilleurs pour l'environnement et qui ont une qualité nutritionnelle balancée. Donc, on avait le premier guide de l'éco-efficience des repas. Qui est l'équivalent d'un guide alimentaire, dans le fond, qui recommande certains repas? C'est pas un équivalent de guide alimentaire proposé par la Santé Canada, mais c'est quelque chose, c'est un document quand même établi par les chercheurs en collaboration avec le secteur de restauration, donc qui vous donne certaines stratégies et même on aura très bientôt les calculateurs, donc pour que vous puissiez aussi calculer l'impact environnemental de votre alimentation et la qualité nutritionnelle. Si vous voulez changer, vous pouvez recalculer ces choses. Donc, et même dans le guide, on voit des stratégies donc, concrètes. Ça va être disponible où, ça? En fait, c'est déjà disponible la première version, mais dans le secteur, là, on a fait les analyses dans les services alimentaires de l'Université Laval. Et là, chaque service alimentaire a ses particularités. Donc là, maintenant, on travaille avec les divers secteurs, les cégep, la restauration indépendante. Donc, est-ce qu'ils veulent l'avoir pour les particuliers, ça?
Oui. Éventuellement? Éventuellement. Ok. Éventuellement. Ça, c'est sur le site de l'Université Laval qu'on va pouvoir trouver Sur le ça, site là? d'EcoFood Lab, ça serait disponible. EcoFood Lab. Exactement. Ça va être disponible dans quelques semaines. OK. Super intéressant. Ouais. Ah, Il va falloir aller consulter ça quand ça va sortir. Tout à fait, tout à fait. De mon côté, moi, j'aurais terminé avec les questions. moi aussi, c'est vrai. Écoute, un gros merci à toi, Sergei. Super apprécié. Au plaisir. beau tour Au plaisir. Yes. Merci. Merci à vous.